Cette famille fonctionne mieux quand c'est moi qui commande, a ricané mon beau-père en me tendant une liste de règles pour notre mariage. Laisse faire, a marmonné mon mari. Mais au dîner de famille suivant, il est devenu blême quand j'ai fait glisser un dossier vers lui et que j'ai souri. Voici comment cela se termine. Moi, Adélaïde, 29 ans, je me suis mariée l'année dernière avec mon mari, Michel, 31 ans. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 3 ans avant de nous marier. Tout allait bien. Il est calme, super logique, pas du genre à se disputer. Je suis plus franche, mais nous nous équilibrions. Mais il y avait toujours un problème, son père. Dès la première fois que j'ai rencontré son père, j'ai su que cet homme se prenait pour le roi du monde. Il dirige une chaîne de magasins de bricolage dans notre région, donc il a de l'argent, et il le fait savoir à tout le monde. Tout est une question de pouvoir pour lui, qui commande, qui a le dernier mot. Sa femme, Hélène, silencieuse comme une souris. Ses autres fils, pareil. Mon mari, pareil. Je pensais que c'était peut-être juste la façon dont leur famille fonctionnait, et je n'ai pas vraiment insisté jusqu'au mariage. Nous nous sommes mariés dans ce vieux domaine viticole près d'Avignon. Simple, petit, mais magnifique. J'étais si heureuse ce jour-là. Ma famille était venue d'une autre région, sa famille était là, tout semblait parfait. Puis, pendant la réception, alors que les gens mangeaient encore, son père m'a demandé de lui parler en privé. J'ai trouvé ça bizarre, mais peu importe. J'ai pensé qu'il voulait dire quelque chose de gentil ou offrir des conseils. Non. Il me tend ce bout de papier plié. Je l'ouvre. C'est intitulé « Règles pour votre mariage ». Je jure que j'ai cru que c'était une blague, mais l'homme était très sérieux. Quelques exemples de ce qui figurait sur la liste: toutes les décisions importantes doivent être approuvées par moi, les fêtes de famille seront organisées chez moi, sauf indication contraire de ma part, tout projet impliquant des achats importants, voitures, rénovation de maison, etc., doit être discuté avec moi au préalable, l'éducation des enfants doit suivre nos traditions familiales, les désaccords doivent être gérés avec respect, sous ma direction. Il y avait 11 règles au total. Je l'ai regardé et j'ai ri, vraiment. J'ai pensé, c'est sûrement une blague de beau-père un peu maladroite, il essaie juste de détendre l'atmosphère. Mais ensuite, il a dit avec ce petit sourire narquois, tu comprendras, les choses fonctionnent mieux comme ça. J'ai dû avoir l'air encore confuse, car il a ajouté, contente-toi de maintenir la paix. Tout le monde est plus heureux quand je suis impliqué. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste plié le papier et j'ai dit, d'accord, merci. Plus tard dans la nuit, j'ai montré la liste à mon mari. Il n'a même pas eu l'air surpris. Il a juste dit, ouais, laisse faire, c'est plus facile. C'est là que j'ai compris. Cet homme contrôlait toute sa famille depuis des décennies. Mon mari avait été dressé à baisser la tête, sourire, être d'accord, passer à autre chose. Mais je ne suis pas faite comme ça. Je ne me suis pas disputé à ce sujet cette nuit-là, je n'ai pas argumenté. J'ai juste souri et hoché la tête. Mais dans ma tête, les rouages tournaient déjà. Nous sommes revenus de notre lune de miel une semaine plus tard. J'ai attendu que la poussière retombe et j'ai pris rendez-vous avec une avocate à Lyon, spécialisée dans les problèmes de limite avec la belle famille. Je suis entré avec la liste. L'avocate l'a lue, a immédiatement levé les yeux vers moi et a dit, « Alors, quel est exactement le rôle de votre beau-père dans votre mariage ?» Je lui ai dit la vérité, aucun. Du moins, il ne devrait pas y en avoir. Nous avons passé les 2 heures suivantes à tout examiner, ce qu'il pouvait faire légalement, ce qu'il ne pouvait pas, comment fixer des limites sans déclencher la Troisième Guerre mondiale, quels étaient mes droits s'il essayait d'interférer avec les finances ou la propriété. Elle a expliqué que s'il franchissait un jour la ligne en essayant de contrôler les titres de propriété, les comptes financiers ou les décisions relatives à la garde des enfants, j'aurais tout à fait le droit de le remettre à sa place. Mais elle a aussi dit, honnêtement, la meilleure chose à faire est de lui faire comprendre très clairement que vous ne jouez pas son jeu, nous avons rédigé un document. Pas une menace légale, mais un avis formel qui tracerait la ligne, quelque chose à lui remettre s'il essayait à nouveau quoi que ce soit. C'était simple, direct, professionnel. En gros, ça disait, merci de votre intérêt pour nos décisions domestiques. À l'avenir, veuillez adresser toute suggestion à mon mari et à moi ensemble. Les décisions importantes seront prises en privé entre nous deux. Nous ne solliciterons pas d'approbations externes. Merci de votre compréhension. Propre, clair, irréfutable. Puis j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps.
2 mois plus tard, mon mari et moi avons commencé à parler d'acheter notre première maison. Nous économisions depuis un moment, nous avions commencé à visiter des maisons, à rencontrer des agents immobiliers, tout ça. Devinez qui en a entendu parler et nous a invités pour discuter de nos projets? Oui. Nous arrivons chez lui, il a déjà des dossiers sur la table, des annonces qu'il a sélectionnées, des plans de prêts immobiliers qu'il a imprimés de la banque. Il a une présentation complète prête. Mon mari, bien sûr, s'assoit simplement et commence à feuilleter les pages comme si c'était normal. Pendant ce temps, je sors mon dossier et je lui tends le document. Il l'ouvre, le lit. Silencieux. Pour une fois. L'homme n'avait pas de répartie, pas de sourire narquois, pas de commentaires sarcastiques. Juste le silence. J'ai attendu. Il a finalement levé les yeux et a dit, « Est-ce nécessaire ?» Oui, ai-je dit, ça l'est. Et c'est tout. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il n'a pas insisté, il n'a pas argumenté. Il a juste hoché la tête. Nous sommes partis après ça. Mon mari n'a pas dit grand-chose sur le chemin du retour. Il avait l'air soulagé, honnêtement. Comme si quelqu'un avait enfin dit la chose qu'il avait eu trop peur de dire toute sa vie. Et je ne dis pas que ça a tout réglé du jour au lendemain, mais ça a changé l'énergie. Les choses ont été plus calmes depuis, du moins pour l'instant. Pendant quelques mois après que je lui ai remis ce document, tout a semblé calme. Trop calme. Nous avons acheté une maison juste à l'extérieur de Lyon, une jolie maison de 3 chambres avec un grand jardin et une véranda. Mon mari semblait plus heureux que je ne l'avais jamais vu, comme s'il respirait de l'air frais pour la première fois. Mais je savais qu'il ne fallait pas croire que son père en avait fini. Et j'avais raison. Ça a commencé petitement. Des petits commentaires pendant les dîners du dimanche chez lui. Oh, vous avez choisi ce quartier. Intéressant. J'espère que vous avez fait vérifier la plomberie, ces maisons là-bas sont connues pour avoir des problèmes. Ou, quand vous serez prêt à rénover, j'ai un entrepreneur. Ne signez rien avant que j'approuve les plans. J'ai ignoré. J'ai pensé que si je n'alimentais pas le feu, il perdrait tout intérêt. Mais non. Il ne faisait que commencer. Environ 6 mois après avoir emménagé, ma belle-sœur, Rachel, a eu son premier bébé. Bien sûr, mon beau-père s'y est accroché, agissant comme s'il était le meilleur grand-père du monde. Visite constante, achetant des affaires de bébé que personne n'avait demandé, lui disant comment nourrir le bébé, comment l'habiller, quand le bébé devait dormir. C'était épuisant rien que de regarder ça se produire. Puis, un soir, au dîner, il s'est tourné vers moi et a dit, « Quand vous deux aurez des enfants, nous ferons les choses correctement. J'aiderai à établir l'emploi du temps, nous pourrons utiliser le médecin de famille, je m'occuperai de la recherche de la crèche. » J'ai déjà des idées. Je l'ai juste regardé fixement. Mon mari est resté silencieux, regardant son assiette. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais j'ai forcé un sourire et j'ai dit, « Eh bien, c'est encore loin. » Il s'est penché en arrière, suffisant comme toujours. « Tu me remercieras. Je sais comment ces choses doivent être faites. » Cette nuit-là, j'ai dit clairement à mon mari, « Je ne ferai pas ça. Je n'amènerai pas d'enfant dans une situation où ton père pense qu'il est le 3e parent. » Et mon mari a juste soupiré et a dit, « Je sais. Je ne sais pas comment l'arrêter. C'est juste comme ça qu'il est. » Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Puis est venu le vrai rebondissement. Un après-midi, sorti de nulle part, mon mari a reçu un email de son père. C'était une offre pour aider avec notre prêt immobilier. Aider, entre guillemets, parce que voici ce que l'offre disait réellement, je suis prêt à payer une partie de votre prêt. En retour, j'aimerais que mon nom soit ajouté à l'acte de propriété. Purement pour la sécurité familiale, bien sûr. Rien ne changera de votre côté, mais si quelque chose devait arriver, je pourrais intervenir et m'assurer que la maison reste dans la famille. Faites-moi savoir. Je me suis senti mal en le lisant. Cet homme ne ralentissait pas, il intensifiait. Il voulait un lien légal avec notre maison, un contrôle sur l'endroit où nous vivions, notre plus gros investissement. Et voici le pire, mon mari y a vraiment réfléchi. Peut-être que ça vaut la peine d'y réfléchir, a-t-il dit ce soir-là. Ça nous soulagerait beaucoup. Moins de dettes. C'est là que j'ai réalisé la profondeur de l'emprise que son père avait sur lui. Ce n'était pas seulement une habitude, c'était un mode de survie. Il ne reconnaissait même pas la manipulation quand elle se produisait.
Je lui ai dit, absolument pas. Je me fiche que nous ne remboursions jamais cette maison. Il n'aura son nom sur rien de ce que nous possédons. C'est devenu la plus grosse dispute que nous ayons jamais eue. Mon mari était déchiré entre moi et l'homme qu'il avait contrôlé depuis sa naissance. J'ai finalement dit, écoute, je t'aime, mais je ne vivrai pas sous la coupe de ton père. Je ne le ferai pas. Et je n'ai pas peur de prendre des mesures si je dois le faire. Ça l'a atteint. Lentement. Le lendemain, nous avons répondu par email à son père, merci pour l'offre, mais nous ne sommes pas intéressés. Notre maison est la nôtre. Simple. Final. Mais le mal était fait. Mon beau-père me voyait maintenant comme le problème, celle qui éloignait son fils, celle qui brisait la tradition. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu, pensant que c'était un appel professionnel. C'était lui. Je pense que nous devrions nous rencontrer, a-t-il dit. Juste nous deux. Parler d'homme à femme. Mettre les choses au clair. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a donné la chair de poule, mais j'ai accepté. Je voulais entendre ce qu'il avait à dire. Nous nous sommes rencontrés dans ce vieux bistrot à mi-chemin entre notre maison et la sienne. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette d'angle, sirotant un café noir comme une sorte de parrain de la mafia. Je me suis assise, sans m'embarrasser de politesse. Il s'est penché en avant et a dit, « Écoute, je ne sais pas ce que tu crois faire, mais cette famille a une façon de fonctionner. Elle l'a toujours eue. Tu peux te battre autant que tu veux, mais tu finiras par voir qu'il vaut mieux m'avoir de ton côté. Sinon, les choses deviennent difficiles. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Difficile pour qui ?» Il a juste souri. J'ai fini mon eau, je me suis levé et j'ai dit, « Merci pour la conversation. » Sur le chemin du retour, j'ai réalisé quelque chose. Cet homme n'essayait pas seulement de nous contrôler. Il pensait qu'il nous possédait. Et il n'allait pas s'arrêter tant que nous ne céderions pas ou que nous ne le repousserions pas assez fort pour le lui faire regretter. Alors j'ai rappelé mon avocate. Et cette fois, nous avons commencé à rédiger quelque chose de beaucoup plus fort. Je pensais que la réunion au bistrot était son grand coup, son coup de semonce. Mais non, ce n'était que son échauffement. Le vrai coup est venu un mois plus tard. C'était un samedi matin. J'étais dehors à arracher les mauvaises herbes quand mon mari est sorti, l'air pâle. J'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. Il m'a juste tendu son téléphone. Un texto de groupe envoyé à lui, ses frères, sa mère et moi. Réunion de famille chez moi ce soir. Non négociable. Plans familiaux futurs, arrangements pour les vacances, sécurité financière et attente à venir. Présence obligatoire. J'ai fixé l'écran. J'ai demandé à mon mari, qu'est-ce que c'est que ça? Il a haussé les épaules. Je ne l'ai jamais vu faire quelque chose comme ça avant. Et c'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait plus seulement de nous. Il impliquait tout le monde. Toute sa famille. Il voulait un public. Cet homme pensait qu'il allait publiquement me remettre à ma place. Nous y sommes allés. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose me disait que je devais voir exactement ce qu'il avait prévu. Tout le monde était déjà là quand nous sommes arrivés. Son père était à la tête de la table de la salle à manger, des papiers étalés devant lui comme dans une salle de conseil d'entreprise. Il a commencé à parler avant même que nous nous soyons assis. Pas de bonjour, pas de politesse. Juste direct. D'accord, a-t-il dit. Il y a eu confusion sur la façon dont les choses devraient se dérouler à l'avenir. J'ai donc préparé quelques directives pour nous tous. Nous maintiendrons les choses en douceur si nous sommes sur la même longueur d'onde. Il a distribué des copies d'un document dactylographié. Je n'en revenais pas. C'étaient essentiellement les règles de la famille, écrites noir sur blanc, officialisées. Des trucs comme, toutes les décisions immobilières nécessitent l'avis du groupe, sauf dérogation de ma part, les grandes fêtes de famille tournent, sauf dérogation de ma part, les pratiques d'éducation des enfants seront normalisées pour préserver les valeurs familiales, l'aide financière, lorsqu'elle est offerte, accorde des droits de regard. Ça continuait encore et encore. Des pages de ces ordures. J'ai regardé autour de la table. Sa femme fixait ses genoux. Ses autres fils lisaient simplement, comme si c'était normal. J'ai finalement dit, assez fort pour que tout le monde entende, ça n'arrivera pas, il a ricané. Je maintiens juste l'ordre. Tu ne vois personne d'autre se plaindre.
J'ai regardé mon mari. C'était son moment. Il devait choisir un camp. Et je l'ai regardé rester assis là, silencieux. J'ai ressenti la vague de déception la plus froide que j'ai jamais ressentie de ma vie. Mais je n'ai pas perdu mon sang-froid. J'ai dit « merci pour le dîner ». Et je suis parti. Seul. Cette nuit-là, je suis resté chez une amie. J'avais besoin d'espace. Et le lendemain matin, j'ai passé un autre appel à mon avocate. Nous n'avons pas seulement rédigé une lettre plus ferme cette fois. Nous avons entamé la procédure pour bloquer légalement son ingérence. Nous avons mis en place un avis formel de non-contact concernant nos finances et nos actifs, mis à jour nos titres de propriété, nos testaments et nos directives médicales, le tout avec des clauses spécifiques le tenant à l'écart de toute décision. Nous avons tout verrouillé. Mais ce n'est même pas le rebondissement. En faisant toute cette paperasse, l'avocate a découvert quelque chose de fou. Il s'avère que lorsque nous avons acheté la maison pour la première fois, le père de mon mari nous a aidés en nous recommandant un courtier en prêts immobiliers, quelqu'un en qui il avait confiance. Devinez quoi? Ce courtier informait discrètement mon beau-père de nos paiements, de nos comptes sous-séquestrés de l'état de notre prêt. Rien de criminel, juste des petites choses. Oh, ils sont en avance sur leur paiement. Ils ont demandé une réévaluation fiscale. Mais c'était une violation totale de la vie privée. Et le meilleur? Nous l'avons attrapé par écrit. Des emails, des messages. Le courtier avait mis mon beau-père en copie carbone sur au moins 4 messages en 6 mois. Alors maintenant, je n'étais plus seulement en colère. J'avais des preuves. Et mon avocate était aux anges. Elle a dit, si vous voulez passer à l'offensive, nous le pouvons. C'est un motif de plainte formelle et éventuellement d'action en justice. Mais avant même que nous ayons fait notre prochain pas, l'homme a tenté un dernier coup. Sorti de nulle part, il nous a invités à dîner au restaurant Grill du centre-ville. Juste nous. Mon mari m'a supplié d'y aller. Il a dit que son père voulait s'excuser, faire la paix. Je n'y croyais pas, mais d'accord. Je voulais voir jusqu'où allait le jeu de cet homme. Nous y allons. La nourriture est bonne, la conversation est légère. Il est normal, agréable. Puis le dessert arrive, et c'est là qu'il sort un contrat, le fait glisser sur la table vers nous. Je jure sur tout ce que j'ai, l'homme a essayé de nous faire signer un accord lui donnant des droits de copropriété sur notre bien, pour des avantages fiscaux et une sécurité future. Je l'ai juste repoussé vers lui et j'ai dit, non. Mon mari avait l'air de vouloir se cacher sous la table. Et son père a juste souri. Ce n'est pas personnel. Ce sont juste des affaires. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'allait jamais s'arrêter. Jamais. Sauf si nous le faisions. Et c'est exactement ce que j'avais prévu de faire ensuite. Après ce coup du restaurant Grill avec le contrat, je savais que nous étions en sursis. Il ne s'agissait plus de paix. Cet homme faisait des mouvements comme si nous étions des pièces sur son échiquier, et il essayait de nous coincer. Et mon mari, il ne lui tenait toujours pas tête. Pas vraiment. Chaque fois que j'insistais, il trouvait des excuses. C'est juste comme ça qu'il est. Ou, ne rendons pas ça plus gros que ça ne l'est. Mais c'était gros. Ça l'avait été depuis le mariage. Et j'en avais fini de faire semblant. Alors j'ai fait un plan. J'ai appelé mon avocate, et ensemble, nous avons décidé de la seule chose qui mettrait réellement fin à cela. J'ai dit à mon mari que nous avions besoin d'un dernier dîner de famille. Chez nous. Terrain neutre. J'ai dit, invite tout le monde. Tes frères, ta mère, ton père. Tous ceux qui ont discrètement laissé faire ça. Il avait l'air nerveux, mais il a accepté. Le soir du dîner, j'ai mis la table comme pour n'importe quel autre rassemblement. J'ai veillé à ce que la maison soit impeccable, j'ai préparé un grand repas, allumé des bougies, mis de la musique douce. Tout avait l'air d'annoncer une soirée paisible. Mais j'avais un dossier posé sur le buffet, prêt. Ils sont tous arrivés pile à l'heure. Sa mère, silencieuse comme toujours. Ses frères, échangeant des banalités. Son père, agissant comme s'il était déjà l'invité d'honneur, riant et racontant des histoires tout en sirotant son whisky habituel. Le dîner s'est déroulé tranquillement. Trop tranquillement. C'était comme si tout le monde sentait la tension flotter dans l'air, mais ne savait pas d'où elle venait. Puis, alors que nous débarrassions les assiettes, je me suis dirigé vers le buffet, j'ai pris le dossier et je l'ai posé juste devant mon beau-père.
Avant le dessert, ai-je dit, nous allons mettre quelque chose au clair. Il a regardé le dossier, puis moi. Qu'est-ce que c'est? Des preuves, ai-je dit. De ce que vous avez fait. Le courtier en prêts immobiliers, les emails, les violations de la vie privée, les contrats, les règles, la manipulation. Tout. Toute la table est devenue silencieuse comme la mort. Sa femme avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. Son frère a soudain trouvé le plafond très intéressant. Et mon mari? Il fixait simplement ses mains. Vous contrôlez cette famille depuis des décennies, ai-je continué. Mais ça s'arrête ce soir. Vous ne faites plus partie de nos décisions. Vous ne faites pas partie de nos finances. Vous ne ferez partie de la vie d'aucun futur enfant, sauf sur invitation. Vous n'êtes pas le bienvenu pour interférer dans quelque partie que ce soit de notre mariage ou de notre maison. Et si vous essayez, j'engagerai des poursuites judiciaires, et j'ai toute la paperasse prête pour le faire. J'ai vu son visage passer du rouge au pâle en moins d'une minute. Mais bien sûr, il a essayé de se reprendre. Il a ri. Vraiment ri. Oh, allons. Tu exagères. Ce sont juste des affaires de famille. J'aidais. Et puis est venu le vrai rebondissement. Mon mari a enfin parlé. Pour la première fois. Il a dit, non, tu n'aidais pas. Tu m'as contrôlé toute ma vie. Elle, maman, mes frères. Et nous t'avons tous laissé faire. Mais c'est fini. On aurait pu entendre une mouche voler. Son père avait l'air d'avoir été giflé. Tu es sérieux, a-t-il demandé. Très sérieux, a dit mon mari, repoussant le dossier vers lui. Laisse-le. Prends-le chez toi. Lis-le, ou pas. Mais c'est fini. Tu ne nous diriges plus. Et puis est venue la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Sa mère s'est mise à pleurer. Là, à table. Des années de silence venaient de se briser d'un coup. Elle a dit, sais-tu ce que ça a été de vivre sous ça toutes ces années? Je ne sais même plus qui je suis. Ses frères, qui avaient à peine parlé de toute la soirée, ont tous deux hoché la tête. L'un d'eux a ajouté, je pensais que c'était juste comme ça que les familles fonctionnaient. Maintenant, je vois que non. Pendant ce temps, son père restait assis là. Pas de répartie. Pas de blague. Pas de sourire narquois. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait l'air petit. Et seul. Il est parti avant le dessert. N'a pas dit au revoir. S'est juste levé, a pris le dossier et est sorti. La pièce est restée silencieuse longtemps après que la porte se soit refermée. Personne ne savait vraiment quoi faire. Mon mari m'a regardé et a dit, j'aurais dû dire quelque chose il y a des années. J'ai hoché la tête. Ouais. Mais tu l'as fait maintenant. Sa mère est restée pour aider à débarrasser. Je l'ai surprise à regarder souvent la porte, comme si elle s'attendait à moitié à ce qu'il revienne. Il n'est pas revenu. Du moins, pas cette nuit-là. La semaine suivante a été bizarre. Pas d'appel de sa part. Pas de mais. Rien. C'était comme s'il avait juste disparu. Mon mari semblait plus léger, plus libre. Mais aussi triste, d'une manière que je n'attendais pas. Je pense qu'il a finalement réalisé combien de sa vie avait été passée à essayer de rendre son père heureux. Et moi? Je me sentais épuisé. En colère. Mais aussi soulagé. Pas seulement pour moi, mais pour toute la famille. Parce que voici la vérité, il ne s'agissait jamais seulement de moi. Il s'agissait d'un homme qui avait construit toute son identité sur le contrôle. Et que se passe-t-il lorsque les personnes que vous contrôlez se réveillent enfin? Quelques semaines plus tard, son père a finalement envoyé un email. Il était court. J'ai tout lu. Je vois où ça mène. Je garderai mes distances pour l'instant. Pas d'excuses. Pas de véritable aveu. Mais honnêtement, c'était probablement le plus près que nous n'obtiendrions jamais. Et c'était bien. Parce que la différence maintenant était claire. Cette fois, ce n'était plus à lui de décider. Nous avions le pouvoir. Et nous n'allions pas le rendre.